Alors, je vais vous parler maintenant de DART et HERA, donc je crois que j'ai à peu près 25-30 minutes, donc je vais essayer d'être très court. Mais avant ça, il faut que je vous dise de quoi on parle. Donc on parle des astéroïdes. Alors les astéroïdes, c'est quoi? C'est des petits corps qui sont les restes des briques qui ont formé nos planètes, mais qui n'ont pas eu la chance, comme les autres, de s'agglomérer pour former une planète. Et la plupart d'entre eux sont situés entre Mars et Jupiter, dans une ceinture d'astéroïdes qu'on appelle la ceinture principale. Alors vous avez peut-être vu les Star Wars et Han Solo qui essaient d'éviter les astéroïdes et qui tirent dedans. En réalité, dans cette ceinture, même s'il y a beaucoup de corps, ils sont suffisamment petits et l'espace est très grand. Ça, il faut vraiment que vous vous rendiez compte, l'espace, il est vide. On est vraiment, quand on est notre petite planète, elle est vraiment toute seule. Donc il faut qu'on y fasse très attention parce que même si on voit beaucoup d'objets, là, en fait, ils sont énormément séparés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on envoie des sondes pour aller voir Jupiter, par exemple, on ne joue pas cache-cache avec les astéroïdes. Et au contraire, il faut jouer avec toutes les lois de la mécanique céleste, donc faire des maths pour savoir calculer précisément comment atteindre un astéroïde depuis la Terre, parce qu'ils sont vraiment petits. Et donc, ces astéroïdes sont pour la plupart dans cette ceinture, entre Mars et Jupiter. Et puis, de temps en temps, ils se rentrent dedans. Ça crée des fragments, et ces fragments sont envoyés sur des trajectoires qui les font passer d'une trajectoire à peu près circulaire autour du Soleil en une trajectoire qui s'allonge petit à petit, de telle sorte qu'ils croisent la trajectoire de la Terre. Donc la plupart des objets qui sont potentiellement menaçants, c'est-à-dire qui croisent notre planète, viennent de cette ceinture d'astéroïdes par d'abord des collisions, puis des trajectoires instables qui changent drastiquement leur orbite, circulaire d'abord, jusqu'à quelque chose qui s'allonge de plus en plus. Ce qu'on savait des astéroïdes jusque dans les années 90, c'était pas grand-chose, parce que vous voyez, ça c'est un astéroïde sur la sphère céleste. On le reconnaît parce qu'il bouge par rapport aux étoiles, c'est comme ça qu'on les identifie et qu'on calcule leur trajectoire, mais c'est un tout petit point lumineux. Alors, on pouvait se dire, ouais, bon, c'est des bouts de rochers dans l'espace, quelle importance scientifique. Et en fait, les missions spatiales nous ont révélé des petits mondes géologiques absolument extraordinaires, puisque vous voyez qu'il y a une énorme diversité de taille, de forme, de morphologie, de composition, ça ne se voit pas là. Et aussi, ce qu'on a découvert encore plus récemment, en restant autour d'eux, en ramenant des échantillons, c'est que même sur un seul objet, on a une incroyable diversité de structures géologiques. On a des avalanches, on a des champs de roches, on a même des particules qui sont éjectées, on a des roches de morphologie très différentes, des cratères. Donc en fait, ça c'est très intéressant pour nous parce que c'est la signature de tous les processus qui ont lieu dans le système solaire et ce qui culte ces objets. On aurait pu penser qu'il ne se passe rien, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau. Eh ben, en réalité, il se passe plein de choses et on est en train de digérer tout ce que cela veut dire. Et dans le cadre de la protection de la planète, c'est ça aussi le challenge, c'est qu'évidemment, quand on va taper sur un objet, on n'aura pas le même effet si on tape sur quelque chose de très plat ou si on tape sur un sang de roche ou sur une roche comme ça. Et comme on ne sait pas, avant d'aller voir un astéroïde, de quoi il est fait, ça crée une complexité pour vraiment définir dès le départ comment est-ce qu'on va pouvoir se protéger. Alors voilà ce qui se passe dans la ceinture des astéroïdes, il y a des collisions, et ce qu'on a fait, ça c'est un calcul, alors les jeunes qui êtes là, avec des gros programmes informatiques qui prennent en compte toute la physique que vous apprenez en classe, vous pouvez calculer comment les astéroïdes se rentrent dedans et se fragmentent, c'est quand même sympa. Et là vous voyez qu'en fait, quand on détruit un astéroïde dans la ceinture des astéroïdes, typiquement aux énergies d'impact qui ont lieu, on le casse d'abord en tout petits fragments, les points verts là, qui font une dizaine de mètres, et en fait quand ces points verts s'échappent, ils se suivent, et leur attraction, qui est pourtant très faible, suffit à les réagglomérer et ainsi à former des agglomérats, qui sont les astéroïdes qu'on voit maintenant, puisque la plupart sont nés d'une collision avec un plus gros corps dans la ceinture des astéroïdes. Et du coup, ça explique d'ailleurs ici les formes des objets que l'on voit, la richesse de roches, c'est simplement la façon dont ils sont formés par la destruction de plus gros corps dans la ceinture, et ce sont ces objets qui après viennent vers la Terre. Donc grâce à ces modélisations, eh bien, on a pu penser que la plupart des objets auxquels on a affaire ne sont pas des roches compactes monolithiques, mais plutôt des sortes d'agglomérats de roches pleins de zones de vide, ce qui évidemment rend encore plus complexe d'interagir avec eux. Alors de temps en temps, ils passent beaucoup plus près de nous, et ici c'est une de mes postdocs, Yoon, qui a d'ailleurs eu la médaille d'or de la ville, qui a fait cette simulation qui montre qu'est-ce qui se passe quand un objet passe près de la Terre et subit les forces de marée. Les forces de marée qui font bouger les océans à cause de la Lune, eh bien, ces effets-là sont ressentis par des objets quand ils passent très près de la Terre, et selon la structure, eh bien, on peut complètement les déformer, voire les détruire selon la distance.
Et il va y avoir un événement assez majeur, c'est Apophis, un astéroïde de 350 mètres qui va passer le 13 avril 2029, un vendredi en plus, à moins de 36 000 km de la Terre. Et vous allez pouvoir voir cet objet à l'œil nu, la luminosité de cet objet depuis Nice. Pas partout dans le monde, mais en Europe, on est super bien placé. Et pour la première fois, on va voir un objet, sa luminosité, et on essaie de monter une mission pour aller le voir à ce moment-là, et pour mesurer si effectivement les effets de marée peuvent perturber sa surface. Et d'ailleurs, la NASA m'a demandé d'organiser à Nice la conférence de défense planétaire en 2029 pour justement faire en sorte que la communauté soit aussi là pour observer Apophis depuis Nice, parce que ça sera absolument fabuleux et historique. Bon, ça, c'est des images qui vous montrent à nouveau la complexité des petits rochers auxquels on a affaire. Donc ça, c'est une image d'une mission qui s'appelle Osiris-Rex, qui ramène un échantillon d'astéroïdes actuellement. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans la salle d'opération et que vous découvrez pour la première fois les images d'un nouveau monde, c'est un truc de fou. Parce que pendant des années, vous travaillez sur des hypothèses, simplement le point lumineux, et un jour, eh bien, vous avez les premières images qui arrivent, et là, vous avez, c'est absolument incroyable, regardez un peu ces champs de roches que l'on a, ce qui a posé une grande complexité, parce que l'idée, c'était d'atterrir sur cet objet, récolter un échantillon et revenir, et on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de roches, parce que nous, les scientifiques, on fait plein d'hypothèses. Et souvent, quand justement on va découvrir des mondes qui défient notre intuition, ben, elles sont fausses. Et c'est les ingénieurs derrière qui doivent revoir complètement les stratégies de descente pour s'adapter à l'environnement qu'ils n'avaient pas prévu. Et c'est là que je souligne que certes, c'est moi qui vous parle, c'est moi qui ai la visibilité, mais il y a un travail extraordinaire de nombreuses personnes qui n'ont pas la chance qu'on a d'être visibles et qui dans l'ombre font tout ce qu'il faut pour que ça marche et qu'on puisse faire la science qu'on veut faire, et c'est très important de leur donner la reconnaissance. Et beaucoup de jeunes d'ailleurs. Voilà encore des images pour vous montrer, on a des roches qui sont très poreuses, noires, d'autres plus angulaires. Comment tout ça, ça se met ensemble? C'est encore quelque chose qu'on a du mal à appréhender. Il y a énormément de défis scientifiques derrière les astéroïdes. Si vous êtes intéressé par les défis, là, il y en a énormément. Alors, revenons sur le risque d'impact. Comment on sait qu'il y a des impacts sur Terre? Alors, ce qui est incroyable, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la Lune est le meilleur témoin des impacts passés, parce qu'elle n'a pas de tectonique, elle n'a pas d'atmosphère, elle n'a pas 2/3 d'océan, donc elle garde la mémoire de tous les impacts qu'elle a subis depuis les 4 derniers milliards d'années. Mais ça, on ne le sait que depuis le retour des échantillons des missions Apollo, parce qu'avant ça, la communauté scientifique était convaincue que ces cratères étaient volcaniques. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tous circulaires. Ils se disaient, c'est pas possible, les impacts ils se font en n'importe quelle direction. Si j'ai un projectile qui arrive comme ça, le cratère il va être allongé. Donc je devrais avoir des formes de cratères si c'était des impacts qui ne soient pas seulement circulaires. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas compris que quand on fait un impact aux vitesses qui ont lieu, qui sont bien au-delà de la vitesse du son du matériau, en fait c'est une explosion. Le projectile il explose. Et une explosion, ça fait quoi? Ça fait un cratère qui est circulaire. Donc en fait, ça on ne l'avait pas compris, que peu importe l'angle d'arrivée du projectile, le cratère il va être circulaire, à moins d'être vraiment très très rasant. Et en ramenant des échantillons avec les missions Apollo, on a pu constater que le volcanisme était inexistant sur la Lune depuis, alors à l'époque, ils pensaient 1 milliard d'années, c'est peut-être plus récent maintenant, mais en tous les cas, il n'y avait pas de volcan. Donc ces cratères-là étaient bien des cratères d'impact, et c'est à partir de là qu'on a commencé à calculer des taux d'impact dans le système solaire, et qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des fréquences régulières qui dépendaient de la taille de l'objet, comme il y a moins de gros, il y a moins d'impact de gros objets, comme il y a plus de petits, plus de petits objets. Et ça, c'était intéressant parce que finalement, l'analyse de la Lune nous a dit qu'on a un taux d'impact qui est resté en moyenne constant durant les 4 derniers milliards d'années. Ce qui était bizarre, parce que ces objets qui croisent les planètes, ceux dont je vous ai parlé, qui viennent de la ceinture des astéroïdes, ils ont une durée de vie limitée parce qu'ils finissent par tomber sur une planète, la plupart dans le Soleil. En gros, ils vivent quelques millions d'années jusqu'à ce qu'il leur arrive quelque chose. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un taux d'impact en moyenne constant et une population qui, elle, ne l'est pas? C'est parce qu'entre-temps, dans la ceinture des astéroïdes, il y a des collisions qui se font, qui régénèrent des fragments, qui les envoient sur les trajectoires qui croisent la Terre, et donc on a un taux de mortalité qui est compensé par un taux de natalité dans la ceinture, ce qui veut dire qu'on a une population qui est maintenue en nombre constant, ce n'est pas toujours les mêmes, mais à chaque fois, elle se re-remplit par ce qui se passe dans la ceinture des astéroïdes. En fait, les cratères sur la Lune n'ont pas suffi à faire prendre conscience du risque, qui est pour l'instant absolument inexistant pour tous les objets qu'on connaît. Donc l'idée, ce n'est pas de vous préoccuper avec ça. C'est sur le long terme, on travaille pour anticiper le futur. Mais il y a eu une prise de conscience, c'est quand la comète Shoemaker-Levy 9,
est rentré en impact avec Jupiter en juillet 1994. On a pu l'observer nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'humanité observait en réel une collision se produire, et c'était plus des traces d'un passé qui pour nous paraît improbable. Et en fait, cette comète, en 1992, a fait un premier passage vers Jupiter, et les forces de marée dont je vous ai parlé l'a cassé en 21 morceaux, et ce sont ces 21 morceaux qui sont tombés sur Jupiter en une semaine, laissant des traces sur l'atmosphère de la taille de la Terre. Alors là, les premières prises de conscience ont eu lieu. Il y a eu une résolution du Conseil européen, la résolution 1990 en 1996. Bon, c'était une résolution, comme toujours, sur le papier, il n'y avait rien qui suivait, il ne faut pas rêver. Mais bon, c'est déjà ça, c'était noté. Et le Congrès américain a demandé, en revanche, à la NASA d'identifier tous les objets potentiellement dangereux en 10 ans, plus grands que 1 km. 1 km, c'est le seuil de taille pour faire une catastrophe à l'échelle du globe. Donc là, ça a été vraiment l'événement révélateur. Alors sur Terre, c'est plus difficile parce que vous avez les cratères sur Terre, pour les reconnaître, il faut vraiment être un géologue, la plupart disparaissent. Il y en a quelques-uns, je vous recommande d'aller voir le météore cratère à côté de Flagstaff. Si vous allez voir le Grand Canyon, vous pouvez aller le visiter, même aller dedans. Il y a même une trace de la météorite qu'il a fait. Celui-là est assez bien préservé. Il a à peu près 60 000 ans. C'est un objet de 30 mètres de diamètre avec une énergie équivalente à 133 bombes d'Hiroshima qui a fait ce cratère qu'on peut aller voir. Donc on a quand même quelques traces, même si elles ne sont pas évidentes à voir. Et puis, la plupart du temps, ça explose dans l'atmosphère. Donc là, c'est la Tunguska en Sibérie, où un objet de 50 mètres a explosé, a pulvérisé 2000 km² de forêt. C'était le 30 juin 1908. C'est d'ailleurs à cause de ça que, alors d'ailleurs, si on mettait ça sur la carte, alors je pourrais le faire sur Nice, mais l'idée, c'est pas de vous paniquer, donc c'est pas la peine. Mais en gros, voilà, c'est tout New York qui y passerait. Ces événements se produisent tous les 1000 ans, et pourtant, il n'y a jamais eu de problème parce que, en fait, la plupart de la Terre, elle est couverte d'océans et de déserts, et puis on aime bien tous habiter aux mêmes endroits, là où c'est joli et où il y a de l'eau. Donc du coup, la probabilité que ces événements locaux se produisent là où il y a des zones habitées reste relativement faible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a, le 30 juin, on a officialisé par l'ONU le jour des astéroïdes. Tous les 30 juin, on éduque les jeunes à la science des astéroïdes. Alors moi, c'est plus sur ce qu'ils nous racontent sur l'histoire du système solaire, parce ce sont les meilleurs traceurs de notre histoire, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais aussi sur le risque d'impact, parce qu'on a eu un événement qui nous a montré qu'il fallait éduquer les gens à certains risques pour pas qu'ils fassent des bêtises, et vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'en 2013, le 15 février, alors qu'on se réunissait à ce moment-là à l'ONU, avec les experts pour définir une réponse internationale, le même jour, il y a l'explosion d'un bolide au-dessus de la Russie, la ville de Chelyabinsk, 35 bombes d'Hiroshima, 15 mètres à 27 km dans l'atmosphère. Ça a été pris par énormément de caméras sur les voitures des Russes, parce qu'ils ont tous des caméras pour pouvoir démontrer quand il y a un accident qu'ils ne sont pas en tort. Donc du coup, on a énormément de films de ce météore. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il faut faire attention à quelle heure on prend sa pause café, parce qu'on peut se prendre un collègue sur ses dos. Voilà. Donc ça, c'est l'explosion. Et puis l'instinct de survie d'une espèce vivante, c'est de se dire que quand on ne comprend pas ce qui se passe, on s'en va. Voilà. Oui, l'instinct de survie est essentiel, hein. Mais aussi pas se mettre derrière une porte. Alors, là, la porte. Alors, en fait, il y a eu 1000 blessés. Il y a eu 1000 blessés. Pourquoi? Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer. C'est que les gens, ils ont vu une augmentation de la lumière, et ils sont allés voir ce qui s'est passé à la fenêtre, et quand ça a explosé, ils se sont pris les bris de verre. Donc, si vous voyez un phénomène lumineux ou même un bruit, attendez. Ne soyez pas trop curieux. C'est bien d'être curieux, hein, surtout, mais par rapport à des bruits, des sons, attendez quelques secondes, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, ça aussi, ça se produit tous les siècles, et c'est la première fois que ça se passait aux zones habitées. Mais c'est ça qui a fait que la NASA a mis en place un bureau de défense planétaire officiel, parce que j'étais en plus à Washington à ce moment-là. Alors, la semaine d'après le meeting à l'ONU, j'allais à Washington, et le Congrès américain a demandé aux administrateurs de la NASA, mais comment ça se fait que la NASA ne l'a pas vu venir? Et là, NASA était un peu mal, ouais, ça nous arrive aussi de ne pas tout prévoir, et du coup ils ont mis en place un bureau de défense planétaire pour prendre en charge ce problème, parce que ça avait quand même bousculé le fait qu'un objet puisse arriver, exploser au-dessus d'une ville et qu'on ne soit pas au courant. Nous, côté européen, et c'est là que j'en viens à DART et HERA, parce que le temps passe, on a commencé dès les années 2000 à se dire, bon, l'inventaire est fait par les Américains, ils vont recenser tous les objets puisque le Congrès l'a demandé. Nous, on va s'occuper de la prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le jour où on voit un objet qui nous arrive dessus pour le dévier.
Et on a commencé une étude. Donc l'Agence spatiale européenne, l'ESA, m'avait sollicité avec 6 experts pour recommander une mission spatiale. Et on avait fait un rapport qui recommandait une mission qui s'appelait Don Quichotte, avec un projectile qui s'appelait Hidalgo. Alors maintenant, évidemment, quand on dit Hidalgo, c'est plus un projectile. Enfin, je ne sais pas, mais... Et puis l'orbiteur Sancho. Bon, elle n'est pas là. Et donc, l'idée, c'était d'envoyer le pauvre Hidalgo sur un astéroïde, le faire exploser, et Sancho qui mesure la déviation de l'astéroïde. Et c'est à partir de là que... Alors d'ailleurs, vous me voyez, hein, ça on voit bien, c'était en 2002. Et après, en 2011, avec un collègue américain qui est ici, et je lui rends vraiment le crédit, Andy Chang, on s'est reposé la question, bon, cette étude-là, elle n'a pas pu mener en Europe un financement pour la faire. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour se partager les efforts entre la NASA et l'ESA? Et de là, sonder les missions DART et HERA dont je vais vous parler, avec d'ailleurs un accord technique, le premier historique, en 2011, qui a été signé avec l'Observatoire de la Côte d'Azur, la NASA, l'ESA et même l'Agence spatiale allemande pour faire une première étude de déviation d'un astéroïde en commun. Donc c'est né en partie à Nice, grâce à une idée qu'on a eue avec Andy Chang. On avait même fait une vidéo sur YouTube d'un premier film, parce que l'idée c'est qu'on arrive en même temps. La sonde de HERA arrive en même temps que la sonde DART. Comme je le disais pour Don Quichotte, DART cette fois-ci au lieu d'Hidalgo tape, et HERA mesure les effets et est là pour immédiatement mesurer les effets. Donc ça, c'était l'idée au départ. Et on a donc construit cette mission où on a un projectile qui tape sur la petite lune d'un astéroïde double. Donc on a des systèmes doubles dans les astéroïdes. C'est des mini-systèmes Terre-Lune. L'équivalent de la Terre fait 800 mètres de diamètre, s'appelle Didymos. Et l'équivalent de la Lune s'appelle Dimorphos et fait 160 mètres de diamètre. Donc Dimorphos tourne autour de Didymos en 11h55 minutes. Et l'idée, c'est de taper avec un satellite à haute vitesse pour perturber la trajectoire de Dimorphos, la petite lune, autour de son corps principal. Pourquoi on a choisi ça? Je vais y revenir. Et ensuite, la mission HERA arrive sur la scène du crime et mesure tous les effets de l'impact. Est-ce qu'il y a un cratère? Combien on a dévié? Quelle est la structure interne de l'objet avec 2 mini-satellites? Parce que vous le verrez, HERA est muni de 2 petits satellites qu'on déploie à proximité pour faire toute une science absolument incroyable, avec plein de premières, et je vais y revenir. Mais donc l'idée, c'était ça, d'avoir la NASA qui fait le projectile et l'ESA qui fait le détective qui va enquêter. Alors voilà la cible. Donc je vais vous parler de cette cible et de la stratégie qu'on a choisie. Ça, c'est assez rigolo. Donc là, vous avez Didymos, qui fait à peu près 800 mètres de diamètre, c'est le corps principal. Et ça, c'est Dimorphos, il fait la moitié de la tour Eiffel, tout petit. Et on ne savait rien de plus. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était de réussir à taper à 11 millions de kilomètres un objet dont on ne connaît que la taille, à 23 000 km/h. On n'avait pas la forme. Et évidemment, quand on veut cibler quelque chose, à un moment donné, il faut la forme. Et vous allez voir que ça, c'était un des enjeux. Donc voilà ce qui se passe. La sonde arrive à 6 km par seconde, 23 000 km/h, elle fait 570 kg. Et l'idée, c'est qu'elle arrive à taper dans cet objet et qu'on puisse mesurer la déviation pour s'assurer qu'on est capable de dévier un corps. Bien sûr, ça, c'est une image de synthèse. Vous allez voir les vrais bientôt. Donc ça n'a rien à voir, en fait. Pourquoi on a choisi Didymos? Alors ça, je le disais tout à l'heure, on a dessiné ça avec mon collègue Andy Chang dans un restaurant mexicain à Pasadena, près du Caltech, en 2011. On se demandait comment est-ce qu'on peut faire pour choisir une cible intéressante. Et on a fait ce petit dessin sur une nappe que j'ai laissée là-bas. C'est dommage, je l'aurais bien gardé comme pour l'histoire. En gros, voilà la chose qu'on avait. On voulait pouvoir mesurer rapidement la déviation et depuis la Terre, au moins quelque chose, au cas où la sonde européenne ne parte pas. On voulait que les 2 missions soient en partie indépendantes parce qu'on ne sait jamais, dans les coopérations internationales, c'est toujours compliqué, les programmations sont différentes, les budgets aussi. Et comme on en était au tout début, on se disait qu'il vaudrait mieux choisir un objet de telle sorte que si on n'envoie que le projectile, on peut mesurer quelque chose depuis la Terre. Et puis si l'orbiteur y va, on a tout gagné, mais au moins on a quelque chose. Alors pour ça, il fallait pouvoir taper sur un objet qui passe suffisamment près de la Terre pour mesurer quelque chose, et le faire suffisamment rapidement, parce que s'il faut des mois, l'objet il est reparti. Et là, on s'est dit, peut-être qu'un astéroïde double, ça le fait. Pourquoi? Parce que la petite lune Dimorphos, elle tourne autour de Didymos en 20 cm par seconde, donc elle va très faiblement. Donc si on arrive à 6 km par seconde, la déviation, elle est quasiment instantanée.
Donc du coup, on peut la mesurer depuis la Terre. Alors qu'un objet qui tourne autour du Soleil, il tourne aussi lui, à plusieurs kilomètres par seconde. Donc si j'arrive avec 6 km par seconde, je vais dévier un tout petit peu, mais le temps que je puisse mesurer quelque chose, le truc il est reparti depuis des mois. Donc le fait d'avoir un objet qui tourne très lentement autour du corps principal nous permet ça. Mais il fallait trouver un astéroïde double qui passe près de la Terre au moment où on fait l'impact. Et en 2011, on a regardé, alors on a calculé tout, hein, tout se calcule, et on a trouvé qu'on avait un objet qui en septembre 2022, et on était en août 2011 quand on a fait ça, en septembre 2022, il y avait un objet qui s'appelait Didymos qui passait près de la Terre, et pour lequel on pouvait faire ça, parce que si on lançait en novembre 2021, ça c'est la trajectoire calculée, ça c'est Didymos, là vous avez la Terre, la trajectoire de la Terre qui est là, pardon, la trajectoire de la Terre est là, voilà, et vous voyez, quand DART arrive, le projectile arrive, Didymos, on peut s'arranger pour que l'impact ait lieu au point le plus proche de la Terre. Donc ça, on l'avait calculé et on s'était dit, ça c'est dans 11 ans, le temps de se battre pour avoir les financements, de monter la mission, ça peut le faire. Donc on avait choisi cette technique, comme ça on tape ici et on peut mesurer la différence de période. Alors comment ? Quand il passe près de la Terre, la Lune, quand elle passe derrière et devant l'astéroïde, ça assombrit. Ça fait une occultation, hein. Vous baissez la lumière quand elle est là, et là vous voyez, et le temps, la durée entre deux phénomènes d'assombrissement vous donne le temps qu'elle met pour tourner autour de son corps principal. Donc vous mesurez ça avant l'impact, 11h55, et vous êtes capable de mesurer ça après l'impact, et vous saurez si vous avez dévié ou non. On peut le voir autrement, vous voyez ici, hein, ça c'est là vous avez le soleil, vous voyez la différence de luminosité quand la petite lune passe devant ou quand elle passe derrière. Et vous mesurez 2 fois ça, et ça vous dit le temps qu'elle a mis pour faire un tour. Et ça, on peut le faire depuis le sol. Et là, on s'est dit, voilà, c'est super. Si on n'a que DART, on peut s'assurer d'abord qu'on est capable de taper dans un objet, et en plus, en partie, mesurer quel effet on a fait sur la différence de trajectoire. Une autre raison pour laquelle on a choisi ça, c'est parce qu'on ne voulait pas taper sur un corps qui tourne autour du Soleil, parce que comme on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne voudrait pas créer le risque qu'on cherche à éviter, hein, ça serait un peu ballot. Donc là, en tapant simplement sur une petite lune, sachant que la plus grande partie de la masse est dans le corps principal, on modifie de rien du tout la trajectoire du corps principal, quoi qu'on fasse sur la pauvre petite lune. Donc voilà toutes les raisons. Alors on va arriver à la sonde, donc vous voyez, hein, c'est un petit machine à laver, avec ces énormes panneaux solaires pour alimenter les moteurs électriques, parce qu'elle est propulsée par des moteurs électriques. Et elle est simplement équipée d'une caméra que vous allez voir les images, qui prennent les images en s'approchant de l'objet et qui lui permettent de s'auto-naviguer. Parce que là, on va être en autonome. Hein, on n'a pas le temps avec un joystick comme dans un jeu vidéo de bouger sa sonde. Le signal, il met 8 minutes pour arriver là-bas. Donc le temps que je fasse ça, elle est déjà partie. Donc en fait, l'idée, c'est avec un logiciel intelligent que DART elle-même reconnaisse l'objet et se positionne pour taper dedans. Voilà le lancement. Alors, si vous avez la possibilité de voir un lancement, c'est énorme. Non, mais franchement, c'est là qu'on mesure ce que l'intelligence humaine est capable de faire quand elle est au service de la connaissance, parce que c'est un truc de fou. D'abord, thermodynamiquement, c'est incohérent. Vous avez du moins 200 avec du plus 3000. Bon, ça finit par exploser, mais pour donner de l'énergie à une fusée qui, elle, reste en vie. C'est incroyable. C'était un lancement de nuit à la base de l'US Air Force, près de Santa Barbara, Vandenberg, par une fusée de Falcon 9 de SpaceX. Un lancement de nuit magnifique. On était là, même Nice Matin a fait avec une photo des 3. Alors ça, c'est vraiment les 3 qui ont commencé en 2000, ce projet. Lui a été Franco Ongaro, le directeur de l'ESA, du centre technique à l'ESTEC. Yann Carnelli, qui est maintenant le manager de Hera, et moi-même. C'est des moments humains très importants. Vous savez, la science, c'est pas que des maths et de la physique, alors que j'adore ça, mais c'est aussi beaucoup d'humains. C'est incroyable. Vous vivez des aventures culturelles, parce que vous travaillez avec plein de pays, et des aventures humaines vraiment extraordinaires. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ça, c'est la séparation de DART de la fusée, juste après le lancement, 2 minutes après. Hein. Voilà. Voilà, c'est absolument magnifique. Et donc, on va arriver au moment crucial, 60 minutes avant l'impact. Alors, souvent, on pense qu'on envoie la sonde, et puis on reste tranquille, et puis 60 minutes avant, c'est là que les choses... Ah non, non, il y a des bugs sans arrêt, c'est comme partout. Donc, dès qu'on a lancé, on s'est aperçu, c'est une fois qu'une sonde est dans l'espace, qu'on se rend compte des problèmes, parce qu'on n'a pas la capacité de tester dans les bonnes conditions sur Terre.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on garde toujours un modèle expérimental de la machine pour, une fois qu'il y a un problème, vérifier ce qui se passe parce qu'on découvre des choses mais incroyables. Donc les ingénieurs des opérations, vraiment on leur doit beaucoup parce que ça a été jour et nuit pendant 10 mois jusqu'à l'impact parce qu'il y avait des problèmes sans arrêt. Des logiciels qui bug, il faut tout relancer, des instruments qui se désalignent une fois qu'on chauffe la sonde alors que ce n'était pas prévu. Vous chauffez la sonde, les trucs se mettent à dilater. Enfin bon, des trucs qu'il faut sans arrêt corriger, sachant qu'on est très loin hein, et qu'on ne ramène pas la machine pour corriger. Il faut, par des manips assez incroyables, faire des choses. Là, ils sont tous en vacances, ils sont partis, ils sont crevés. Et voilà, ça c'est 60 minutes avant, c'est à partir de là qu'on découvre l'objet. Alors ça, ce n'est pas les bonnes images encore. Hein. C'est pour vous montrer la séquence. Vous voyez, 60 minutes à 3 minutes. Il faut tout ce temps-là pour commencer à distinguer le gros et le petit. 2 minutes, on commence à voir le petit. Et tout se joue entre 2 minutes et les dernières secondes. Et ce qui a été fabuleux, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais vous pouvez peut-être le voir en replay, c'est qu'on a décidé, et la NASA a approuvé, de montrer ça au public en temps réel. Ce qui était aux États-Unis, il était 6 heures le soir qu'on a commencé à transmettre. C'est les prime time hein, aux États-Unis, donc tout le monde était connecté. Et moi, de me dire que, alors que je rêvais de voir ce que c'était cet objet, de me dire que le public, on leur donnait cette chance d'être les découvreurs avec nous, j'ai trouvé ça un moment fabuleux. Et vous voyez, voilà, 7 secondes, on verrait ça, et 3 secondes, la dernière image, on est encore à 18 km. Alors voilà, ça vous montre comment ça se passe pour la sonde, une fois à 50 minutes. Ici, vous avez comment elle s'oriente, puisqu'en fait, elle se base sur les points lumineux qu'elle voit de l'astéroïde, et ça change tout le temps, et vous voyez l'activation des propulseurs. Ils n'arrêtent pas de s'auto-corriger, hein, donc la trajectoire n'est pas du tout linéaire. Elle doit sans arrêt s'ajuster pour reconnaître l'objet jusqu'à s'approcher. Là, on est encore à quelle heure à 47 minutes avant l'impact. Vous voyez, il est encore tout petit à 47 minutes. Hein. Et à partir d'une trentaine de minutes, c'est là qu'elle doit distinguer les deux et se caler sur le plus petit. Si ça ne marche pas, ben c'est fini. Donc, vous voyez, la trajectoire n'est pas du tout linéaire. Voilà, là, ça y est, elle a calé sur le plus petit. Vous voyez le cercle rouge. Ça veut dire qu'elle est sur le petit, le gros, il est là. Et elle continue à ajuster ses propulseurs sans arrêt. Tout ça en autonome. Hein. C'est un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Et là, voilà les images qu'on a eues. Donc, première image, donc vous avez Didymos et Dimorphos. On voit même un espèce de petit truc. Là, on s'est dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce petit machin? On a l'impression que c'était une goutte. Enfin, c'était très bizarre. On était tous, vous voyez, le modèle sur lequel on a travaillé pendant des années et la réalité. Alors, c'est peut-être ça se voit pas trop là, mais c'est en fait très différent au niveau de la forme par rapport à ce qu'on avait. Là, vous voyez, on s'approche. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et un collègue m'a pris en photo. Je suis, voilà. Ça, c'est le genre de tête que vous faites une fois que. Et vous voyez le nombre d'étudiants. Là, j'ai mis explicitement cette. Tout ça, là, tout cela, ce sont des étudiants qui participent avec nous au projet, et pour eux, c'est extraordinaire. Ils commencent leurs études, ils sont déjà dans une mission pour dévier un astéroïde, absolument génial. D'ailleurs, lui va venir à Nice, elle a travaillé à Nice pendant 1 an, et lui va venir à partir du mois de février. Donc voilà les images pour vous montrer, on se rapproche, là vous voyez Dimorphos, on se rapproche, là on se dit, oh là là là, regardez ça, c'est pas du tout un truc très plat, c'est plein de gravier de partout, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez la taille d'une voiture hein, par rapport au rocher. Donc c'est vraiment des objets très complexes, parce que ça c'est tout petit, 160 mètres de diamètre, c'est rien. Il n'y a pas de gravité. Enfin, pour m'échapper de ça, il faut que je saute à 6 cm par seconde. Donc là, en m'excitant, en vous parlant, je suis déjà en orbite. Et pourtant, il y a plein de rochers à la surface. Comment tout ça peut rester ensemble? C'est encore un petit mystère. Ah ouais, alors ça, c'est une vidéo qui a circulé. On m'a demandé de nous filmer quand on recevait les images, et ça fait apparemment le tour. Moi, j'étais là-bas, donc je n'ai pas vu, mais des collègues japonais m'ont mis des emails en disant « Ah, on t'a vu sur la NHK, tu cries comme un fou ». Ben voilà. Ben le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Ben vous allez voir ce que c'est la science, comment on s'amuse. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Oh, pardon, je vais vous la mettre. C'est pas grave. Ben non, ça ne marche pas. Je vous la mets. Il faut que je repasse à l'autre, je pense. Ah ben il ne veut pas que je la passe. Ah voilà. Donc si je fais. Donc là on voit les images arriver. Ça c'est toute l'équipe avec les invités. Bon, calmons-nous.
restons décents quand même. Donc voilà l'impact remis, où là vous voyez, tous les petits sauts que vous voyez, c'est la façon dont les propulseurs réajustent pour arriver sur Dimorphos. Donc là c'est bien sûr en accéléré 10 ou 20 fois, jusqu'à l'impact. Et c'est vraiment les dernières secondes. Et c'était marrant parce que les jeunes étudiants étaient à côté et essayaient de calculer, mais ça veut dire quoi cette forme, etc. Parce qu'on ne s'attendait pas en particulier le corps principal. Et voilà la dernière image qu'on a eue, évidemment, puisque la sonde a tapé dans l'astéroïde. Donc la dernière image, on a à peine récolté les premiers pixels. Et voici donc ça c'est la toute dernière image. Vous voyez ici, j'ai mis un petit homme là. Donc cette pierre-là fait à peu près 5 mètres. Donc c'est quand même une surface assez complexe. Alors là, les géologues adorent ça parce qu'il y a plein de choses à regarder impressionnantes. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un shattercone. Ça, c'est une roche qui a été extrêmement choquée. On voit ça au fond des cratères terrestres. C'est comme ça qu'on l'identifie parce que pour avoir ces espèces de ce qu'on appelle des bandes de cisaillement, il faut y aller très fort. Donc, bref, on s'amuse. Donc ça a été les moments humains. D'ailleurs, là aussi, je ne sais pas comment font les journalistes, mais ils chopent des images. Ça, c'est dans Marianne. Un collègue m'envoie ça, je dis ouais. Bon. Un peu ambigu cette histoire, mais bon. Donc voilà, enfin, on était très heureux. Je dois mentionner Cheryl Reed, pour montrer les gens qu'il y a derrière tout ça. Donc Cheryl Reed, c'était la responsable de APL, là où a été fait DART. C'est elle qui a mené le combat à la NASA pour faire passer DART. Et puis là, c'est nous, côté européen. Ça, c'est un collaborateur de longue date qui vient souvent à Nice. Et ici, c'est Lindley Johnson. Alors, pour ceux qui ont vu Don't Look Up, celui qui représente la NASA, la défense planétaire, je crois qu'il meurt avec DiCaprio. Enfin, de toute façon, ils meurent tous à la fin. C'est lui. C'est Lindley Johnson. Lui, c'est le responsable du bureau de défense planétaire à la NASA. Donc, c'est vraiment des moments... des moments vraiment humains, puis le fruit d'efforts de tellement d'années et de tellement de gens. Voilà. L'autre chose très belle, c'est la campagne d'observation depuis le sol qui a été menée. Donc là, ça a été une coordination incroyable des observateurs. Alors moi, je ne suis pas du tout observateur. Je fais du spatial et des modélisations. J'admire mes collègues avec leurs télescopes. Ils font des trucs incroyables. On a même le télescope ASTEP de l'observatoire avec Tristan Guillot qui a participé à la campagne pour justement mesurer l'effet de l'impact. Kenya, île de la Réunion, Australie, Chili, de partout. Et ça a fonctionné formidablement, ce qui est une super nouvelle parce que ça montre qu'on est capable de se coordonner, de se donner les informations. On avait une chaîne Slack, pour ceux qui utilisent Slack, où on avait toutes les données qui venaient, tout le monde se partageait ça. Ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. On a même le James Webb, le Hubble et une sonde qui va voir d'autres astéroïdes Lucy qui ont participé à la campagne. Et là, la première image qu'on a eue, c'est celle-là. Donc ça, c'est Didymos. Et vous allez voir sa luminosité augmenter d'un facteur 8. Et là, on s'est dit, oula, qu'a-t-on fait ? Oui, là, franchement, on s'est demandé. Et alors là, quand on a eu les images, donc je ne vous ai pas dit, mais DART a déployé d'abord une petite mini-sonde qui s'est mise sur le côté pour observer l'impact. Et voilà ce qu'elle nous a transmis. Donc ça, c'est le gros Didymos. Et ça, c'est le Dimorphos. Alors, je vais vous le montrer ici. Voilà. Là, quand on a vu ça, je me suis dit... mon avis, la mission Hera qui doit aller sur la scène du crime, elle va avoir un anneau autour du corps principal. Parce que franchement, on a cru qu'on l'avait détruit. Hein. Au début, il y a eu une telle augmentation de luminosité, tellement d'éjecta, vous voyez ici. Le James Webb et le Hubble, pour la première fois, ont calé leur direction sur un objet céleste, ensemble, ce qui n'avait jamais été fait. Vous voyez là les images. Ça, c'est le James Webb. Là, vous avez Hubble, qui a aussi montré. Et en fait, on a créé une comète. Parce qu'ici, vous voyez Didymos plutôt, et là, vous avez une queue, comme les comètes, qui s'étale jusqu'à 30 000 km. Vous avez ici une image du Hubble, il y a même 2 queues. En fait, c'est toute la poussière qui a été éjectée de l'impact, qui, évacuée par le vent solaire pour la plupart, eh bien, s'étale dans le système solaire, et il y en a tellement que ça ne se dissipe pas autant que ça. Donc, on a créé un objet absolument magnifique et un effet beaucoup plus grand. Ça, c'est les mesures qui ont été faites, qui nous ont montré qu'on a changé la période. Alors, je vais vous le faire rapidement parce que c'est compliqué. C'est les observations radar. Donc, Didymos est là, il faut me croire. Dimorphos est là. Et là, c'est là où il devrait être si on n'avait pas changé la période. Donc, il devrait être ici, puis on devrait le retrouver ici. Et en fait, il est en avance. On a réduit la période de 32 minutes.
Donc de 11h55, on est passé à 11h23 minutes de temps. Donc ça veut dire qu'on l'a bien déplacé. Et maintenant, l'enjeu, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. À quoi est dû ce déplacement ? C'est un succès, hein, parce qu'on l'a déplacé au-delà de nos espérances. Et c'est ça que je vous expliquais en 2 minutes. Et ça, c'est pour ceux qui font de la physique. Vous allez voir, ça va être fait avec les mains. La clé, c'est le transfert. Vous connaissez la quantité de mouvement, la masse fois la vitesse ? Ben ça se conserve. Donc, quand je tape sur un objet, l'énergie cinétique se dissipe en chaleur, etc. La quantité de mouvement se conserve. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je tape dans un objet dont j'enfonce la surface, au minimum, j'apporte la quantité de mouvement de la sonde, qui est sa masse fois sa vitesse. Et je vais dévier à ce moment-là d'à peine 73 secondes. C'est pour ça que vous avez peut-être vu dans les journaux, au minimum, on s'attendait à dévier d'1 minute et quelques. Ben, c'est le minimum parce qu'au minimum, vous apportez la quantité de mouvement du projectile. Mais la chose qui est magnifique, c'est que si vous produisez un cratère et que de la matière est éjectée, eh bien, la quantité de mouvement de cette matière dans le sens opposé à l'impact s'ajoute à celle de Dart. En fait, la matière éjectée joue le rôle de propulseur, action-réaction. Vous vous envoyez dans un sens, ben, vous allez dans l'autre. Ça veut dire que plus vous éjectez de matière, plus vous éjectez de matière, plus vous déplacez. Évidemment, vous prenez plus de quantité de mouvement par là, et par conservation, elle s'ajoute à celle que vous apportez, et boum. Donc, probablement, on a éjecté beaucoup de matière de Dimorphos, et c'est pour ça qu'on l'a autant dévié. Mais peut-être pas. Il y a une autre solution, c'est qu'en fait, par rapport à nos hypothèses, Dimorphos est plus léger qu'on le pensait. Et dans ce cas-là, ben, évidemment, on dévie plus sans avoir besoin d'éjecta. Et ça, malheureusement, avec la mission DART, on ne peut pas le savoir. Donc, pour estimer de combien on l'a dévié, quelle quantité de mouvement on a transmise, il faut pouvoir mesurer la masse de Dimorphos. Et pour ça, il nous faut une autre sonde. Et c'est là que la sonde Hera va venir. Par ailleurs, on fait des modélisations numériques. Donc ça, c'est des simulations numériques qu'on a faites. Alors pour les jeunes, là-dedans, on met toute la physique d'un impact. Fragmentation d'une roche, échauffement, évolution d'un cratère. On a même mis mathématiquement la géométrie de la sonde DART. Et on mesure quelle est la taille du cratère que l'on produit, en fonction de la structure supposée. Et c'est ça qu'on veut valider à l'échelle d'un astéroïde. Parce qu'on a validé ces modélisations avec des expériences d'impact qu'on fait notamment au Japon, avec des canons, mais sur des cibles qui font quelques centimètres de diamètre. Et on sait qu'on ne peut pas extrapoler à des cibles qui font 160 mètres de diamètre. Et donc, pouvoir valider ces modélisations à l'échelle d'un astéroïde va nous permettre de les appliquer avec plus grande fiabilité pour d'autres scénarios d'impact ou de protection de la planète. Donc ça, c'est l'enjeu. Et pour ça, il nous faut le résultat final de l'impact qui est donné par une sonde qui va aller mesurer tous les effets de l'impact, la taille du cratère, etc. Alors bon, j'ai peut-être pas le temps de vous parler de tout ça. Je vais vous parler d'une... Non, je vais quand même vous dire une chose, parce qu'à mon avis, ça, c'est intéressant. Ça, c'est la sonde OSIRIS-REx qui a récolté un échantillon, donc c'est une sonde de la NASA, qui a récolté un échantillon d'un astéroïde. Et ce dont on s'est aperçu, et ça, c'est un truc incroyable, on est resté 2 ans autour de cet astéroïde. Je peux vous dire que dans l'équipe, vous aviez tous les experts mondiaux du domaine. Et sur la base des images, on pensait qu'il y aurait un peu de réaction de la surface le jour où on la toucherait. Il y a quand même des roches, etc. C'est solide. En fait, elle s'est enfoncée comme dans du beurre mou. Comme si le milieu était sans cohésion. Comme si ces roches, une fois qu'on les touche, elles s'écrasent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui montre la réponse contre-intuitive de ces objets qui évoluent dans des conditions très différentes de celles de la Terre. Et on s'est aperçu qu'à moins de toucher la surface de ces corps-là, on ne peut pas prédire sur la base des images comment ils vont se comporter, parce que le comportement de la matière est vraiment très différent quand on est en absence de gravité par rapport à celle de la Terre. Et on a tout un champ de recherche là-dessus. Et ça, justement, ça c'est intéressant, parce que on a atterri à très basse vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé avec DART, qui a tapé à 23 000 km/h? Dans quel état on a laissé cette pauvre Lune? C'est ça qu'on cherche à savoir, et c'est là que la mission Hera va, en 2024, partir pour aller sur cette scène du crime et mesurer tous les effets, les propriétés, de telle sorte qu'on ait un test de déviation entièrement documenté, en éliminant toutes les inconnues, parce que pour l'instant, on peut expliquer le résultat de DART de plein de manières, parce qu'il y a plein d'effets. Et là, on va pouvoir tout mesurer pour éliminer toutes les inconnues, et ainsi bien comprendre ce qui s'est passé pour que ça soit utile pour d'autres scénarios. Alors, je souligne quand même, parce que nous avons un ancien ministre, que la Commission européenne est fondamentale. L'Europe est très importante parce qu'elle finance, elle accompagne scientifiquement
les projets scientifiques, spatiaux, etc., en finançant des thèses, des post-doctorats, etc., des jeunes, pour les former justement à ça, les faire participer à ces aventures. Donc l'Europe, c'est vraiment quelque chose d'important et de vraiment même essentiel, je dirais. Voilà, ça c'est dit. Donc ça, c'est Hera quand elle va arriver. Donc elle va mesurer tout ça avec une petite sonde qui va mesurer toutes les propriétés du cratère. Elle est munie de caméras, d'un imageur thermique fourni par les Japonais. Donc on a une contribution de l'Agence spatiale japonaise, encore une fois, coopération internationale. On va faire toutes les mesures et la chose magnifique, c'est qu'on va déployer, voilà la sonde. Voilà la sonde en train d'être construite d'ailleurs. Vous voyez ici, là, on est en train de la construire puisqu'on doit lancer en 2024. Là, vous avez finalement la colonne vertébrale de la sonde avec des tas de choses. Donc, il y a des tas de métiers dans le spatial. Hein. Même la plomberie, il y a tout. Donc, vous faites de l'électronique, du thermique. Il y a des tas de métiers que vous pouvez faire dans le spatial pour participer à ce genre d'aventure. Et on va déployer 2 CubeSats, donc 2 mini-satellites. L'un qui va mesurer la minéralogie, donc la composition de l'astéroïde, et l'autre, pour la première fois, il va mesurer, alors là vous voyez comment ils sont fabriqués, hein, pour ceux qui sont intéressés par l'ingénierie spatiale. On crée des modèles expérimentaux, ça c'est un modèle expérimental, c'est-à-dire le même que le modèle de vol, mais celui-là on le garde, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir tester quand il y a un problème là-haut, qu'est-ce que ça veut dire réellement. Donc ça c'est dans le CubeSat, un des 2 CubeSats, qui est un des modèles expérimentaux. Ce CubeSat-là, on a une expertise française énorme dans les radars. Donc c'est un expert français des radars qui va, avec un radar basse fréquence, sonder l'intérieur de l'astéroïde et faire de la tomographie comme on le fait pour le corps humain. Donc on va mesurer l'intérieur de l'astéroïde, ce qui va nous dire est-ce que c'est un agrégat, est-ce que c'est une roche monolithique, ce qui a des conséquences sur comment l'objet a répondu à l'impact et aussi pour comment se forment les astéroïdes doubles, parce qu'on a des modèles qui dépendent de la structure interne. Voilà comment ça marche, on balance des ondes et puis elles se réfléchissent et puis la qualité de la réflexion nous dit ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont même fait des tests avec un drone pour voir comment il se comportait. Donc tout ça est en train d'être fabriqué. Vous voyez la miniaturisation, hein, c'est tout petit, c'est assez fabuleux. Et puis finalement, on va atterrir sur Dimorphos. Donc on va faire un deuxième toucher. Comme je vous ai dit, toucher c'est essentiel. Alors on l'a fait sur cet astéroïde Ryugu avec un instrument franco-allemand qui s'appelle Mascot, qu'on a déployé. Vous le voyez ici, c'est une petite boîte à chaussures qui a été déployé sur un astéroïde et qui nous a donné plein d'informations. Et là, avec notre sonde, un des CubeSats, il va atterrir et on va pouvoir mesurer les coefficients de rebond, ce qui va nous dire comment il se comporte. Et ça, c'est une simulation, encore une fois, faite par un étudiant en thèse, un de mes étudiants en thèse, qui avait fait Supaéro, et qui montre comment ça rebondit dans les conditions de gravité de l'astéroïde. Et en connaissant les propriétés qu'on a choisies et les coefficients de rebond, on compare à ce qu'on va voir là, et on pourra en déduire quelles sont les propriétés physiques de l'objet. Donc vous voyez comment est-ce qu'on travaille. Donc il y a énormément de challenges. Ça, c'est pour un lancement en 2024 et une arrivée en 2026. Concernant DART, c'est un succès énorme puisqu'on a réussi à taper dans un astéroïde, on a réussi à faire une déviation. Maintenant, il faut interpréter grâce à ça. Et vous voyez l'intérêt de la coopération internationale. Discussion d'abord entre des scientifiques américains, français, qui vont voir les agences spatiales, qui se battent. Je peux vous dire que le combat, c'est une aventure... Mais la clé de tout ça, c'est que si vous êtes persévérant, motivé, passionné, et surtout que vous savez travailler en équipe, c'est-à-dire on ne fait rien tout seul, on n'est pas des héros, que vous savez vous entourer, que vous travaillez dans une bonne atmosphère passionnée et cohérente, vous arrivez à relever des défis absolument incroyables. Et donc je vous souhaite de vivre ce que j'ai vécu. Battez-vous de toute façon, les échecs, on apprend énormément. Et puis si on ne les prend pas trop mal, on sait rebondir, et après il arrive toujours quelque chose de bien. Voilà, je vous remercie.